La sonnette retentit exactement à 19h43, un mardi soir. Je m'en souviens, parce que j'étais en plein appel vidéo avec des investisseurs à Singapour, et j'ai failli l'ignorer. Mais quelque chose m'a poussé à jeter un coup d'œil au flux de la caméra de sécurité sur ma tablette. Mon cœur s'est arrêté. Là, devant l'immeuble, complètement déplacé au milieu de ce quartier luxueux, se tenaient mes parents, à côté de leur vieille Volkswagen d'où s'échappait de la vapeur sous le capot. Ma mère serrait son sac à main contre elle, comme s'il pouvait la protéger des environs trop riches. Mon père s'essuyait le front, levant les yeux vers l'immeuble avec cette expression qu'il prenait toujours quand il essayait de calculer si quelque chose valait son prix. Je ne les avais pas vus depuis 3 ans. 3 ans, 2 mois et 16 jours. Pas que je comptais, bien sûr. Désolé, messieurs, je dois m'absenter un instant, dis-je calmement à l'écran, même si mes mains tremblaient. Urgence familiale. Mon assistante reprogrammera la réunion. Je refermai l'ordinateur portable et restai assise quelques secondes, fixant l'image de la caméra. Ils sonnèrent à nouveau. Ma mère disait quelque chose à mon père, désignant l'interphone. Elle avait vieilli. Eux deux avaient vieilli. Une part de moi voulait les laisser là. Les laisser attendre. Les laisser se demander. Mais je ne suis pas ce genre de personne. Même après tout ce qu'ils avaient fait, je ne le suis pas. J'appuyai sur le bouton de l'interphone. Oui. La voix de ma mère grésilla dans le haut-parleur, hésitante. Bonjour. Nous sommes désolés de vous déranger, mais notre voiture est tombée en panne et nous nous demandions si nous pouvions peut-être utiliser votre téléphone pour appeler de l'aide? Nous vous serions très reconnaissants. Elle ne reconnut pas ma voix. 3 ans, et elle ne reconnut pas la voix de sa propre fille. J'aurais pu tout révéler à ce moment-là. Leur dire qui j'étais, juste pour voir leur réaction à travers la caméra. Mais à la place, j'appuyai simplement sur le bouton d'ouverture. 5e étage, dis-je. Prenez l'ascenseur. Merci infiniment, s'exclama ma mère. Vous êtes très gentille. Gentille. Ce mot avait d'un goût amer dans ma bouche tandis que je me dirigeais vers la porte. L'ascenseur mit environ 90 secondes à atteindre le 5e étage. Je les comptais toutes, la main sur la poignée, essayant de décider quelle expression adopter. En colère? Indifférente? Triomphante? Finalement, je choisis la vérité. Fatiguée. L'ascenseur d'un gars. J'entendis la voix de mon père. Très bel immeuble. Ça doit coûter une fortune d'habiter ici. Klaus, pas maintenant, chuchota ma mère. J'ouvris la porte. Leur expression restera gravée en moi à jamais. Ma mère recula d'un pas, la main sur la bouche. Mon père se figea, les yeux écarquillés, regardant tour à tour moi, puis l'appartement derrière moi. Salut, maman. Salut, papa, dis-je doucement. Léna. La voix de ma mère n'était qu'un murmure. Léna, est-ce que tu travailles ici? Même maintenant. Même en me voyant ouvrir la porte d'un Pantouse, sa première pensée fut que j'y travaillais. Comme femme de ménage, peut-être. Ou comme nourrice pour les enfants des vrais propriétaires. Non, maman, répondis-je. J'habite ici. Mais entrez, s'il vous plaît. On va appeler quelqu'un pour la voiture. Ils me suivirent à l'intérieur comme s'ils entraient dans un musée, osant à peine toucher quoi que ce soit. Les yeux de ma mère passaient de la baie vitrée au mobilier moderne, aux œuvres d'art originales sur les murs. Mon père, lui, faisait ce qu'il faisait toujours, calculer silencieusement le prix de chaque chose. Asseyez-vous, dis-je en désignant le canapé. Je vais faire du café. Léna, nous ne comprenons pas. Commença ma mère. D'abord le café, la coupe et je. Ensuite, on parlera. Mes mains tremblaient en préparant le café. 3 ans à imaginer ce que je leur dirais si je les revoyais. 3 ans à répéter chaque mot dans ma tête. Et maintenant qu'ils étaient là, assis sur mon canapé italien à 8 000 €, je ne savais même plus par où commencer. J'apportai le café sur un plateau la belle porcelaine, évidemment, parce qu'au fond de moi je voulais encore les impressionner puis je m'assis dans le fauteuil en face d'eux. Alors, dis-je.
Votre voiture est tombée en panne. Mon père s'éclaircit la gorge. Oui, le radiateur, je crois. Nous revenions de chez ta tante Greta et... Où est Lucas? Interrompit brusquement ma mère, les yeux soudain perçants. Il est ici? Il sait pour tout ça? Et voilà. Son nom. Comme un coup de poing dans l'estomac, même après tout ce temps. Non, maman, répondis-je calmement. Lucas n'est pas ici. Elle se détendit légèrement. Mais bien, c'est sans doute mieux ainsi. Je veux dire, tu as clairement réussi ta vie, et un homme comme ça n'aurait fait que... Stop. Le mot sortit plus fort que je ne l'aurais voulu. Juste, arrête. Mon père posa sa tasse de café. Léna, ta mère veut simplement dire. Je sais ce qu'elle veut dire, papa. Je sais exactement ce qu'elle veut dire. C'est la même chose que vous disiez tous les deux il y a 3 ans, quand vous m'avez dit, nous ne t'avons pas élevé pour ça. Le silence tomba dans la pièce, seulement brisé par les bruits de la ville derrière les grandes fenêtres. 5 étages plus bas, on entendait encore la circulation, la vie qui continuait. Parfois, j'aimais ce son où il me rappelait que tout cela était réel, que j'étais réel. Le visage de ma mère était devenu livide. Nous ne pensions qu'à ton avenir. Mon avenir? Je ris, mais ce n'était pas un rire joyeux. Vous pensiez à ce que les voisins diraient. À ce que tante Greta et oncle Wilhelm penseraient. À l'image que ça renvoyait, votre fille, avec son beau diplôme de commerce, en couple avec un éboueur. Il ramassait les ordures, Léna, s'écria ma mère, la voix tremblante. C'était son travail, ramasser les poubelles. Il s'appelait Lucas, dis-je doucement. Et oui, il travaillait pour une entreprise de gestion des déchets. Il conduisait le camion, il ramassait les sacs, il bossait 10 heures par jour, sous la pluie, sous la neige. Et tu sais quoi d'autre? Il me traitait comme si j'étais la personne la plus importante au monde. Mon père se tortilla sur le canapé, mal à l'aise. Nous n'avons jamais dit que ce n'était pas un homme bien. Vous l'avez dit, papa. Exactement ça. Vous m'avez assise et vous m'avez dit qu'il n'était pas assez bien. Que je devrais être avec quelqu'un de plus approprié. Un avocat, peut-être. Ou un médecin. Quelqu'un issu d'une bonne famille, capable de m'offrir une vie convenable. Vous avez ajouté que si je restais avec lui, cela prouverait que vous aviez échoué comme parent. Le souvenir de cette conversation me transperça encore. Ma mère en larmes, mon père déçu mais inflexible. L'ultimatum, lui ou nous. Choisis. Et comme une idiote, j'avais choisi eux. J'avais rompu avec Lucas. Brisé son cœur, et le mien. Parce que je ne supportais pas le poids de votre désapprobation. Nous voulions le meilleur pour toi, murmura ma mère. Le meilleur? Je me levai, allai vers la fenêtre. Les lumières de la ville s'allumaient, illuminant tout d'une lueur dorée. Laisse-moi te dire ce qui s'est passé après que j'ai quitté Lucas. Après que j'ai fait ce que vous vouliez. Je me retournai vers eux. J'étais malheureuse. Complètement, désespérément malheureuse. J'allais au travail comme un robot, dans mon poste marketing, je sortais avec quelques-uns de ces hommes appropriés que vous auriez approuvés, et chaque jour je sentais un peu plus de moi s'éteindre. Ma mère ouvrit la bouche, mais je levai la main pour l'arrêter. Puis un soir, environ 6 mois après la rupture, je travaillais tard. J'avais passé une journée affreuse, mon patron avait pris tout le mérite de mon idée de campagne, j'avais encore déjeuné seul à mon bureau, et j'en avais juste assez. Assez d'essayer d'être la personne que vous vouliez. Assez d'être approprié. Assez de tout ça. Je me rassis, penché en avant. Alors je suis rentré chez moi, j'ai ouvert mon ordinateur, et j'ai commencé à travailler sur une idée d'entreprise que j'avais depuis un moment. Quelque chose dont Lucas et moi parlions souvent, en fait. Il remarquait toujours à quel point les entreprises gaspillaient, à quel point leur système de recyclage était inefficace. Et avec mon expérience en marketing, je ne sais pas, ce soir-là, tout s'est mis en place. Mon père m'écoutait vraiment, cette fois. Son regard calculateur était revenu, mais différent, attentif. J'ai passé les 3 mois suivants à travailler dessus chaque soir après le boulot.
J'ai développé un modèle économique complet pour aider les entreprises à optimiser leur gestion des déchets et leur programme de recyclage. Pas seulement pour des raisons écologiques, même si c'est important, mais parce que je pouvais leur montrer combien d'argent ils économiseraient. De l'argent réel. Beaucoup d'argent. Mais comment as-tu? Ma mère fit un geste autour de l'appartement. J'ai quitté mon travail. J'ai investi toutes mes économies et j'ai lancé l'entreprise. C'était terrifiant. J'avais 26 ans, un diplôme de commerce, un rêve, et aucun filet de sécurité, parce que, eh bien, vous aviez été très clair sur ce que vous pensiez de tout ce qui touchait aux ordures. Le mot ordure resta suspendu entre nous. La première année a été infernale. Je vivais dans un minuscule studio, je travaillais 16 heures par jour, je ne mangeais que des pâtes et des nouilles instantanées. Mais j'y croyais. Et petit à petit, j'ai trouvé des clients. D'abord des petits bureaux, puis de plus grandes entreprises. Ensuite, une usine de production qui a économisé 200 000 € dès la première année grâce à nous. Un sourire involontaire me vint en repensant à ce moment-là. Le bouche à oreille a fait le reste. Il s'avère que beaucoup d'entreprises veulent être plus durables et économiser de l'argent. En 2 ans, j'avais 20 employés. Aujourd'hui, j'en ai plus de 100, répartis dans 3 pays. Le mois dernier, nous avons signé un contrat avec une multinationale. Ce seul accord vaut plus que ce que je pensais gagner de toute ma vie. Le café de mon père avait refroidi, intact. Les ordures? Dit-il lentement. Tu as bâti tout ça, avec les ordures? Non, papa. Je le corrigeai doucement. J'ai bâti tout ça en voyant de la valeur là où les autres ne voyaient que des déchets. En me souvenant de ce que quelqu'un m'avait appris, qu'il faut regarder au-delà des apparences. Ma mère pleurait maintenant, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Léna. Tu veux savoir la pire partie? Demandai-je doucement. J'ai essayé d'appeler Lucas. Après le premier gros contrat, quand j'ai su que j'allais y arriver. Je voulais lui dire qu'il avait raison, que ses idées étaient brillantes, que j'aurais jamais dû vous écouter. Et qu'a-t-il dit? Demanda mon père. Rien. Son numéro n'était plus en service. Je suis passé devant son ancien appartement, mais il avait déménagé. J'ai même essayé de le retrouver par la société de gestion des déchets, mais il avait quitté son poste 2 ans plus tôt. Il a juste disparu. Le silence s'étira, lourd et épais. J'ai perdu la meilleure chose qui me soit jamais arrivée parce que je me souciais plus de votre approbation que de mon propre bonheur, continuai-je. Et oui, j'ai construit quelque chose d'extraordinaire. J'ai réussi au-delà de tout ce que j'aurais imaginé. Mais pas un jour ne passe sans que je me demande où il est. S'il est heureux. S'il pense encore à moi. Ma mère tendit la main comme pour toucher la mienne, puis la retira. Nous ne savions pas, dit-elle. Nous ne savions rien de tout cela. Tu as disparu, tu as changé de numéro. Tu m'as dit de ne pas revenir avant d'avoir retrouvé la raison, lui rappelai-je. C'étaient tes mots exacts, maman. Alors je ne suis pas revenu. J'ai retrouvé la raison, mais pas de la façon que tu espérais. Mon père se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. Il resta un long moment à regarder la vue, probablement à 10 000 € le mois rien que pour la vue. Nous avions tort, dit-il enfin, toujours de dos. Nous étions, terriblement dans l'erreur. C'était le plus proche d'une excuse que j'ai jamais entendue de Klaus Hoffmann. Ta mère et moi, poursuivit-il en se retournant, nous avons grandi différemment. Nous pensions savoir à quoi ressemblait la réussite. Ce que signifiait la sécurité. Un emploi stable, une profession respectable. Nous t'avons poussé vers ça parce que nous avions peur. Peur que tu connaisses les mêmes difficultés que nous. J'ai eu des difficultés, dis-je. Mais j'ai choisi les miennes. C'est toute la différence. Ma mère sanglotait ouvertement à présent. Peux-tu nous pardonner? Est-ce qu'on peut rattraper tout ça? Je les regardais, vraiment regardés. Oui, ils avaient vieilli. Les cheveux de ma mère avaient plus de gris, et mon père avait de nouvelles rides autour des yeux. Mais c'était toujours eux. Toujours les parents qui m'avaient élevé, même s'ils s'étaient terriblement trompés. Je ne sais pas, dis-je honnêtement. J'aimerais bien.
Mais ça fait 3 ans de silence, maman. 3 ans de fêtes passées seules, de réussites sans personne avec qui les partager, de construction de toute cette vie sans vous. On aimerait essayer, dit mon père. Si tu nous laisses une chance. Je réfléchis. À la petite fille qui voulait seulement rendre ses parents fiers. À la femme qui s'était perdue en essayant d'être ce qu'il voulait. À l'entrepreneuse qui avait bâti un empire à partir d'une idée née de l'amour pour un homme qu'ils avaient rejeté. D'accord, dis-je enfin. On peut essayer. Mais les choses ont changé. J'ai changé. Je ne vais pas m'excuser pour ma réussite ni pour la façon dont je l'ai obtenue. Et je ne vais pas faire comme si ces 3 années n'avaient jamais existé. On ne te le demandera pas, répondit ma mère précipitamment. On veut juste te connaître à nouveau. Cette version de toi. Et si je retrouve Lucas, demandai-je en la fixant. Si je le retrouve et qu'il veut encore de moi malgré tout ce que j'ai fait? Qu'est-ce que vous ferez? Ma mère et mon père échangèrent un regard. Une communication silencieuse. Alors, dit mon père, on aimerait le rencontrer comme il faut. Et lui présenter nos excuses. Ce n'était pas tout. Ça n'effaçait pas la douleur ni le temps perdu. Mais c'était un début. Et d'accord, dis-je encore. D'accord. Maintenant, appelons quelqu'un pour votre voiture. Pendant que je prenais mon téléphone, ma mère se leva et fit lentement le tour de l'appartement, le regardant vraiment pour la première fois. Tout ça t'appartient vraiment, demanda-t-elle. Chaque mètre carré payé grâce aux ordures, répondis-je avec un petit sourire. Elle rit presque, puis se reprit. Ta tante Greta va devenir folle. Parfait, dis-je, cette fois avec un vrai sourire. Dis-leur à tous. Dis à tout le monde comment ta fille a fait fortune. Grâce aux déchets. Aux ordures. En voyant de la valeur là où les autres ne voyaient que du rebut. Mon père eut un petit rire. Tu sais quoi? Je crois bien que je vais le faire. La dépanneuse arriva 40 minutes plus tard. J'observais par la fenêtre pendant qu'ils chargeaient la vieille Volkswagen, la même voiture qu'ils avaient depuis mon adolescence, encore en état de marche après toutes ces années. Mes parents se tenaient sur le trottoir, petits et déplacés dans ce quartier riche. Avant de monter dans la dépanneuse, ma mère leva les yeux. Même à 5 étages de haut, je vis qu'elle me faisait signe. Je lui répondis de la main. Il ne restait pas dîner. Nous n'étions pas soudain redevenus une famille heureuse. Mais le contact de ma mère était de nouveau dans mon téléphone. Et nous avions prévu de prendre un café la semaine suivante. Des petits pas. Après leur départ, j'ouvris mon ordinateur portable et fis ce que j'avais fait une centaine de fois auparavant. Je tapais « Lucas Weber » dans le moteur de recherche, en espérant que cette fois serait différente. Que cette fois, je le retrouverais. Les résultats s'affichèrent. Les mêmes liens habituels, rien de nouveau. J'allais fermer la page quand je le vis, un nouvel article dans un magazine spécialisé dans la gestion des déchets, daté d'il y a seulement 2 semaines. Étoile montante des solutions durables, l'approche innovante de Lucas Weber pour le recyclage municipal. Mon cœur s'arrêta. Je cliquai sur le lien. C'était bien lui. Plus âgé, les cheveux plus courts, des lunettes nouvelles, mais c'était indéniablement lui. L'article parlait de son cabinet de conseil, de la façon dont il révolutionnait les programmes de recyclage dans plusieurs villes d'Europe. Qu'il avait commencé comme éboueur et était devenu l'un des plus grands experts européens en gestion durable des déchets. Lui aussi avait réussi. Parti de rien. Transformer sa passion en carrière. Au bas de l'article figurait une adresse email professionnelle. Je la regardai longtemps, le doigt suspendu au-dessus du clavier. Que pourrais-je bien dire? Salut, tu te souviens de moi? Je suis la fille qui t'a brisé le cœur parce que ses parents pensaient que tu n'étais pas assez bien. Mais bon, tu avais raison à propos du business des ordures. Puis je pensais à mes parents, debout dans mon salon, admettant qu'ils avaient eu tort. À la deuxième chance. Au petit pas. À la possibilité que certaines choses méritent d'être reconstruites, même après 3 ans. J'ouvris un nouvel email. Cher Lucas. Tu ne voudras probablement pas entendre parler de moi, et je comprendrai si tu supprimais ce message immédiatement.
Mais je voulais que tu saches que tu avais raison. Sur toute la ligne? J'appuyais sur envoyer avant de pouvoir changer d'avis. Je ne sais pas s'il répondra. Je ne sais pas si trop de temps s'est écoulé, s'il est passé à autre chose, s'il partage sa vie avec quelqu'un d'autre maintenant. Mais je sais que ce soir, j'ai ouvert ma porte à mes parents. Et ça, je n'aurais jamais cru pouvoir le faire à nouveau. Peut-être que demain, j'ouvrirai cette porte à une seconde chance avec l'homme qui m'a appris à voir la valeur là où les autres ne voyaient que des déchets. Peut-être que c'est ça, le vrai trésor, pas le pantouse, ni l'entreprise, ni la réussite. Mais le courage d'admettre qu'on avait tort, de dire pardon, et d'essayer encore. On verra bien. Merci d'avoir regardé. Mettez un « j'aime » si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et cliquez sur la carte ci-dessus pour découvrir d'autres récits comme celui-ci. À bientôt.